Ok, bonsoir à tous. On est le lundi 6 mai 2024. Il est 20h47 et c'est un nouvel épisode du podcast. Il s'en passe des choses, comme à chaque fois. Et je me suis dit, bon, il est temps. J'ai récolté suffisamment d'aventures pour vous les compter en podcast. Et c'est ce pourquoi on est là. Purée, premier élément majeur, on a repris les vidéos YouTube. Pourquoi ? Parce qu'on a pris quelqu'un dans l'équipe. J'ai recruté Yuzu, qui montait mes petits clips Twitch à l'époque, et qui là nous a rejoint à plein temps, qui a déménagé à Orléans, qui est en CDI, c'est sérieux, pour faire nos vidéos YouTube. On est assez actifs. Je suis assez content de ça. On a plutôt bien soutenu le rythme pour l'instant. On raconte de belles histoires toutes les semaines, et peut-être que c'est une bêtise que le troisième salarié soit là pour documenter ce qu'on fait. Peut-être qu'on aurait dû plus prendre un designer, un mec pour faire des vêtements, je sais pas, peu importe. J'ai voulu qu'on capture ces vidéos, qu'on capture en tout cas ces moments qui se passent en vidéo, parce que je me dis que même si on se pète la gueule dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans, peu importe, je veux que toutes les histoires qu'on ait, positives comme négatives, soient enregistrées quelque part et partagées avec le monde. On dirait un beau discours, mais j'y crois vraiment, j'ai vraiment envie d'encapsuler ça. Et quoi de mieux que YouTube pour ça. Donc on teste, on verra bien combien de temps ça dure, mais je suis bien content de ce qu'on fait pour l'instant. Ce qui est cool, c'est que par exemple, ça fait 2 mois et demi, et la dernière vidéo qui a été sortie sur la chaîne YouTube, donc c'est une toute nouvelle chaîne, Forever Vacation, vous avez trouvé, il y a genre 9 vidéos qui ont été postées. La toute dernière vidéo, j'ai quasiment pas dû interagir dessus. Genre, Yuzu, il a commencé à faire des vidéos force toutes les semaines là, et là il comprend beaucoup ce que je vais lui dire d'enlever, ce que je vais lui dire de mettre, ce que je vais lui dire d'illustrer, et donc c'est quasiment la première vidéo où j'ai eu très peu de retours à faire. Il y en a quand même eu, mais c'est cool, on se rapproche de plus en plus à un truc qui me prend peu de temps et qui apporte du contenu, quoi. Parce que quand tu ramènes quelqu'un dans l'entreprise, je l'ai vu à chaque fois, mais surtout là avec Mathis, enfin Yuzu, qui était une nouvelle personne, qui est vraiment arrivé quand la boîte était vraiment en place et structurée, bah ça prend beaucoup de temps de l'intégrer, de lui créer son adresse mail, là il va falloir que je le fasse dans l'ordinateur, enfin de vraiment l'intégrer dans la boîte, pas que socialement avec les autres personnes, mais vraiment aussi juste d'un point de vue papier, d'un point de vue organisation, d'un point de vue tout ça. Et ouais, je commence à remarquer que peut-être que gérer une boîte, ça va être un vrai travail. Et non, c'est intéressant. Mais ouais, c'est cool parce que là, ça commence à vraiment rouler et c'est super agréable parce que il y a des vidéos qui sortent en même temps que moi je prépare la suite, ce machin, les projets. Enfin, c'est cool, quoi. Genre, je viens le matin, il y a de l'activité qui est là et c'est cool. Genre, je sais pas, je commence à créer le truc que j'imaginais, quoi. Et ça fait vraiment kiffer. Donc on était à Toulouse il y a quelques semaines avec... tout seul en fait, je dis ça mais j'y suis allé tout seul avec Félix, un ami à moi, et Elliot qui nous a rejoint ou pas, mais j'ai perdu la mémoire. Si, Elliot il est venu, Elliot Ossan, et plein d'autres créateurs en fait qu'on s'est rejoint chez Suprao à Toulouse. Et on a passé quelques jours là-bas. C'est trop cool, je suis trop content, je vais le répéter à chaque podcast, mais il faut qu'on émet de la gratitude envers ça, mais notre milieu de créatifs en France est incroyable. Il y a quelques semaines, j'étais à Toulouse chez Suprao. Une semaine après, j'étais à Berlin avec mon équipe et d'Avril. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou que tous les créateurs, en tout cas plus ou moins, en tout cas peut-être que avec nous, je sais pas, mais on arrive à échanger, communiquer, connecter, sans qu'il y ait trop d'énergie négative ou bizarre, comme il pourrait peut-être y avoir dans la musique ou dans d'autres milieux. Je les connais pas, je sais pas, mais je suppose que c'est pas pareil partout. Et quelle chance on a. Continuons de partager cette énergie si positive, c'est trop agréable. Genre, je sais pas, je trouve qu'on se pousse beaucoup vers le haut. Bref, voilà, très cool. Donc séjour à Toulouse, super intéressant, et encore une fois, c'est toujours kiffant de voir que il y a 15 manières de gérer une boîte différente. Enfin, genre, tu peux vendre des vêtements juste pour le kiff. Tu peux créer des vêtements, tu peux avoir une marque sans même vouloir faire de l'argent. Et en fait, je dis pas que c'est du tout ce qu'il fait, mais en gros, c'est cool parce que à chaque fois qu'on va un peu dans le quotidien de ces différentes personnes qui ont des marques en France, on se rend compte que on gère tous différemment notre affaire, notre temps, notre énergie, nos équipes, mais le résultat est quand même le même. On vend des vêtements et on a des marques de vêtements. Et je trouve ça passionnant. Voilà, trop cool. On est parti à Berlin après quelques jours avec Davril et mon équipe
Pourquoi ? Parce qu'il y avait une marque de Berlin qui s'appelle Train Vision, et cette marque a invité un pote à moi à venir, et du coup on s'est tous incrustés, on y est tous allés, pour aller à leur dernier pop-up. Ils ont fait en gros 4 pop-up, ils ont fait Londres, New York, Cologne et Berlin, du coup pour la dernière date à Berlin ils nous ont invités au pop-up et à la soirée après. C'était génial parce que c'était l'occasion de connecter avec eux, et vous savez, si vous écoutez le podcast depuis ce temps, je rêve vraiment qu'on connecte tous entre les marques et qu'on apprenne et qu'on échange entre nous. Peut-être que c'est en train de commencer et c'est assez magique. Donc on a passé ce petit séjour à Berlin. J'adore cette ville, c'est vraiment... Je pense que dans ma vie, je vais essayer d'y habiter quelques mois juste pour essayer. Si un jour je veux faire une pause, je veux changer d'air ou autre, je me verrais bien tester là-bas. Je sais pas pourquoi, mais la bouffe était moins chère. Les transports, genre on se déplaçait beaucoup en Uber parce qu'à 4-5 c'était moins cher que de prendre le métro. Je sais pas, c'est... Bon, mis à part le prix, je m'y sens bien et je le dis, je pense que je vivrai un peu là-bas quelques temps pour essayer. Peut-être pas toute ma vie, mais j'ai envie de l'expérimenter ce truc-là. Et on a passé des super journées, quoi. Encore une fois, tellement enrichissant de discuter avec d'autres gens. D'Avril, ce fumier, il est trop fort. Il est trop fort. Il veut pas qu'on partage des moments en vidéo avec lui et tout, ou qu'on fasse des podcasts ensemble, et je comprends avec ceci, donc je vais pas trop en parler. Mais ce mec est trop fort. Il a une vision qui est vraiment excellente, et c'est plaisant de pouvoir discuter avec des gens et que ça répond, quoi. Je sais pas, c'était cool. C'était vraiment cool. Voilà, assez magique. Et putain, je pense à ça, mais putain, j'ai reçu un DM aussi aujourd'hui de quelqu'un de l'équipe de La Femme Amsterdam, qui nous invite à un événement. Et je sais pas, tout ça c'est assez récent là. On se fait inviter un peu à droite à gauche à pas mal de trucs, et on commence, j'ai l'impression, à connecter entre les marques, quoi. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça sincèrement trop cool. Voilà, j'espère que ça va être une énergie positive qui va se développer entre toutes ces marques, qu'on va s'entraider. Mais j'ai confiance. En tout cas, moi, je vais tout faire pour. On va pousser ce truc-là. On a sorti une nouvelle collection Terne il y a genre quelques jours. Et je suis tellement fier des vêtements qu'on a sortis. Quand je disais que Yuzu a sorti la première vidéo quasiment seul il y a quelques jours, Jean, cette collection qui est sortie du coup vendredi, c'est aussi la première fois qu'il sort des vêtements, enfin qu'on sort des vêtements qu'il aura quasiment géré tout seul. La soft shell, donc c'est une veste un peu avec de la polaire à l'intérieur, enfin pas de la polaire mais de la fleece, un peu, bref, une veste super cool, allez voir sur le site. C'est le premier produit que Jean a imaginé, développé et quasiment sorti sans que j'interagisse trop. Des fois on prenait la température, on avait des retours et tout, mais c'est vraiment un produit à son initiative. Sur tous les autres produits qui sont sortis avant, Jean a beaucoup interagi dessus, mais souvent je lançais une idée et c'est lui qui construisait avec. Et là c'est trop cool qu'il a réussi à créer un vêtement incroyable, un vêtement qui a été le premier à être sold out direct, quoi. Donc bon, très content de ce drop. On a sorti du coup 2 hard shell, donc des vestes style Arc'teryx si vous voulez. Alors on n'est pas à ce niveau de la technologie, mais c'est vraiment très propre ce qu'on a fait, et des soft shell qui sont des vestes qui tiennent un peu plus chaud, un peu plus veste, quoi. Et avec ça des t-shirts, des hoodies et des casquettes qu'on a reçues aujourd'hui. Très content de cette collection. Pourquoi ? Parce que c'est la première à mes yeux qui peut porter fièrement le nom de collection, dans le sens où ah oui, il y a des pantalons aussi que Jean, pareil, c'est totalement l'initiative de Jean. J'étais pas du tout convaincu des pantalons. Moi, je m'habille toujours avec le même pantalon. J'en ai un en 5 exemplaires. Et Jean, il a poussé ça. J'y croyais pas. Et au final, il avait raison. Ça a plu. Et je suis trop content avec le recul. Moi, j'ai commencé à avoir la vision avec le temps. Ils sont exceptionnels. Et pourquoi c'est une collection à mes yeux ? Parce que c'est la première collection, je trouve, ou en tout cas la première sortie de vêtements, où tous nos vêtements se répondent entre eux. Tu peux prendre un t-shirt et l'assembler avec n'importe quel vêtement, ça marchera. Tu peux mettre le pantalon avec n'importe quelle veste de la collection, ça marchera. C'est très compliqué à expliquer là sans vous mettre un visuel dans le podcast, vous l'écoutez. Mais si vous allez sur l'Instagram et que vous regardez ce qu'on a sorti, c'est assez magique comment tous les vêtements se répondent et sont interconnectés entre eux. Et ça, c'est d'art. Parce que on commence, je trouve, à vraiment toucher ce truc de Terne est une marque de vêtements. Et c'est trop cool. Je trouve qu'on gagne en maturité sur nos créations et aussi sur nos process et tout. Et aussi, c'est notre premier drop où on fait tout. En gros, je trouve qu'on n'a fait aucune erreur. Tout ce qu'on pouvait contrôler et faire bien, on l'a fait et bien. On a rajouté des photos portées sur le site.
On a tout qui est en stock, frère. On a des bons prix, les packshots sont nickel. La communication était relativement bien gérée. On a fait plusieurs coups de com'. Malheureusement, rien n'a été particulièrement viral. Mais, peu importe, on a fait tout ce qui était dans notre contrôle. Et c'était tellement satisfaisant. En gros, c'était la première fois où j'appliquais cette nouvelle recette de drop. Où on a changé beaucoup de choses en interne. Peut-être pas beaucoup de choses à l'extérieur, mais de notre côté aussi. Et j'avais un gros doute sur si ça allait marcher ou pas, si on allait avoir au moins les résultats qu'on attendait. Je visais moi 200 commandes dans la soirée à minuit, on en a eu 199 pour genre 250 articles commandés, donc c'est vraiment exceptionnel, surtout vu le prix des articles. On parle pas de t-shirt, on parle de vestes, donc des produits à 120, 170 euros, et putain, ça a marché quoi. Donc beaucoup de stress pour voir si ma nouvelle, entre guillemets, recette, même s'il n'y a pas de recette, fonctionnait, et a priori, ça a marché. Donc on va continuer de créer sous ce modèle-là jusqu'à ce qu'on veuille le pousser ou l'évoluer, mais on a enfin une trame de travail qui commence à être plutôt carrée, et c'est cool, c'est cool. On a changé pas mal de choses en interne par rapport à comment on importe les marchandises. Bon là c'est chiant, je vais pas en parler des heures et tout, mais vas-y, ça commence à être une vraie boîte, une vraie marque de vêtements, c'est structuré. Genre là où il y a un an où j'étais en mode je me sentais indispensable pour que la boîte tourne, de plus en plus en fait, quelqu'un peut être absent quelques jours, ça fonctionnera toujours de marché, ça fonctionnera quand même, que ce soit moi, Jean, Tom ou autre. On commence à, je trouve, être suffisamment structuré pour pas que tout soit un peu bricolé et machin. Bref, très cool, très cool. Il faut qu'on continue de créer du contenu. Là, le gros problème que j'ai personnellement dans ma vie, c'est qu'il me manque du temps. Il me manque du temps de baiser, dans le sens où là, je suis en train de faire un podcast alors que je devrais faire des retours sur la vidéo qui devrait sortir demain. Mais j'ai envie de faire ce podcast, je me sentais bien, on va le faire, c'est pas grave, je ferai les retours après. Dans le sens où je dois gérer du coup la logistique. Tom est assez indépendant quand même, il a pas trop besoin de moi. Mais des fois, je passe par là, j'ai des trucs à gérer avec. Mais je dois gérer le site internet, les photos produits, la communication, les SMS, les mails, gérer les futures sorties qu'on a avec Jean, les projets en cours, les collaborations avec des marques. Tout ça, c'est plein de choses à gérer. Je kiffe, je suis tellement heureux de là où je suis. Mais c'est dur. C'est dur, comment je priorise tout ça, etc. Premier truc que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à organiser mes journées, ce que je faisais pas particulièrement avant. J'ai un mode... Moi, je fonctionne de manière très... comment dire ? Je vais pas me forcer à faire quelque chose si ça me semble pas indispensable. Et je trouve que à chaque fois, les éléments d'organisation ou de structure, ils sont venus assez naturellement. On a installé Notion quand on en avait besoin, pas trop tôt, pas trop tard. Je trouve que c'est venu assez naturellement. Et là, pareil, j'ai besoin de gérer mon temps mieux. Je trouve des solutions. Donc maintenant, je gère ma journée avec différents créneaux. Le matin, je fais ça de telle heure à telle heure, etc. Ça peut paraître bête, peut-être que vous faites depuis des années, vous, très bien. Moi, je l'ai découvert maintenant et ça marche. Je suis très content. Ça a solutionné quand même pas mal ce souci-là de gestion de temps. Faut que je continue de bosser dessus. Mais très bien, très bien. Franchement, c'est cool. Mais mon temps est quand même compté. C'est là où je me pose encore la question de ok Maxime, si tu veux aller plus loin ou te libérer plus de temps pour toi et ta vie perso ou juste être plus serein, peut-être c'est encore le moment de recruter quelqu'un. On n'a pas les fonds. Je pense pas qu'on ait l'argent pour recruter un 4e salarié. Ça ferait 5 personnes à payer tous les mois, ça commence à faire des sacrées charges. Mais je pense que si ça se passe bien et qu'on en a envie et que déjà les personnes en place se sentent bien, on pourrait rajouter quelqu'un à l'édifice peut-être d'ici la fin de l'année si on trouve déjà un bon profil. Mais on est en route. Je trouve que je fais les choses bien et c'est d'art, genre, je me sens bien. Il y a quand je suis allé à New York, il y a aussi quelqu'un qui m'a envoyé j'en parlerai plus tard, mais j'explique. Quelqu'un qui m'a proposé une opportunité qui voulait qu'on se rencontre et tout. J'y suis allé et donc j'ai eu un rendez-vous avec cette personne. C'est très abstrait, je ne peux pas dire grand-chose, mais ça viendra par la suite. Mais comme il y a quelques semaines, j'étais en rendez-vous avec New Balance pour peut-être un projet, j'en parlais en vidéo. Il y a plein de petites étoiles qui s'alignent et c'est très drôle parce que en sortant de ces différents rendez-vous, particulièrement un, je me rappellerai toujours, je fais un vocal à mon pote Maxime et je lui dis mais c'est fou parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans ce que j'imaginais de mon travail et de ma vie il y a 7 ans. Enfin, il y a un peu plus 7 ans. Quand j'ai dit à mes parents, quand j'étais au lycée, ouais, je vais arrêter les études et je vais gagner ma vie avec Internet, et B, j'imaginais ce qui est en train de se passer maintenant. Genre ce truc de local, équipe créative, entouré de tous ces gens que je trouve super intéressants, que j'appréciais de fou à l'époque où j'étais un peu fan et tout. Et je suis dedans maintenant. Je suis dedans. Je suis pas à côté. Je suis pas en train de les regarder à travers la fenêtre. Je suis dans ce truc, quoi.
à moi de tout faire pour y rester et continuer de créer des trucs cool, etc. Mais je suis dans ce que j'ai toujours voulu et c'est plaisant, quoi. C'est vraiment plaisant. Maintenant, voilà, il faut continuer d'avancer et créer des trucs marrants. Mais c'est vraiment un tilt que j'ai eu dans ma tête en mode putain, mais peut-être ça y est, quoi. Bon, ça y est, en tout cas, j'ai fait ce que je voulais faire quand j'étais petit, il y a 7 ans. Maintenant, je vais faire d'autres choses et tout. J'ai pas du tout fini et j'ai pas du tout make it. Mais c'est marrant de fou, quoi. C'était. Non, c'était cool à vivre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. On a débloqué les pulls avec la Belgique aussi, les gars. La Belgique, c'est un peu comme mes histoires que j'ai eues avec des avocats et un fumier qui a voulu déposer une marque quasiment au même nom que nous, un mec que je connaissais. C'est des histoires comme ça où je peux vous raconter la moitié, mais pas tout. Mais on a enfin récupéré les pulls bloqués par la douane en Belgique. Il y a 1 an, on se fait saisir 2000 pulls par la douane belge. L'histoire est un peu compliquée, mais en gros, on se les fait pas particulièrement saisir de ce que j'ai compris, de ce que les policiers m'ont expliqué. En gros, ils ont enquêté sur une entreprise qui transportait nos pulls. L'entreprise a été mise sous, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ils ont bloqué la boîte. Et pile à ce moment-là, il y avait nos pulls qui étaient transportés par la boîte. Donc bref, ils ont tout bloqué. Genre, les gens, ils ont été travaillés, toutes les marchandises ont été scellées, dont les nôtres. Et donc pendant 1 an, on avait 2000 pulls émotion bloqués en Belgique. Autant vous dire que ça a été long, mais on les a enfin récupérés. On a dû payer quelques frais pour les débloquer, mais on les a enfin récupérés. Et putain, ils sont là-bas, quoi. C'est génial. On en vend tous les jours, c'est reparti. Je suis content que cet arc-là soit terminé parce que c'est pour une boîte comme nous, c'est pas n'importe quelle boîte en vrai. C'est une opportunité de fou. En fait, un problème qui s'est transformé en chance monumentale dans le sens où si on vend ses pulls, bah c'est beaucoup d'argent quand même. Et enfin, ils sont tombés un peu du ciel, quoi. On a quand même dû payer pas mal dessus, mais c'est cool, quoi. C'est vraiment un beau cadeau et trop de chance, trop de chance. Voilà. On a fait purer aussi le tiers des 7 ans de FV entre temps. On a soufflé nos 7e bougies. Donc FV a eu 7 ans le 21 mars dernier. Et à l'occasion de l'anniversaire, au bout de 7 ans, j'ai eu l'idée, j'aurais peut-être pu l'avoir plus tôt. Mais en gros, ce qu'on va faire chaque année désormais, c'est que FV va éditer un t-shirt chaque année, limité, avec, en collaboration avec la personne qui aura le plus influencé la marque sur l'année passée. Pour la 7e anniversaire, qui d'autre que Balcoculus pour représenter ce t-shirt et pour lancer ce truc? Personne. Donc on l'a fait avec Balcoculus, il a accepté, on a plié un classique et c'était sold out en moins d'une minute, c'est une folie. Et le t-shirt est vraiment magnifique, imprimé par Samy Oulala à Tours. Enfin, c'est trop magique ce truc que Ultra fait entre nous avec nous, c'est génial, quoi. Genre, on interagit avec toute la communauté, on crée un truc cool, quoi. Et ouais, l'année prochaine, ça va être quelqu'un d'autre, peut-être plusieurs personnes, peut-être une personne. Et j'ai envie que ce soit pas forcément que des graphistes ou que des illustrateurs ou des gens avec qui on a fait des produits. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le mec chez qui on mange tous les midis parce qu'on kiffe sa bouffe. Pourquoi pas un mec, j'ai lu un livre, un mec ou une meuf, peu importe, à qui j'ai lu un livre et ça m'a inspiré de fou. Et ça a marqué du coup la marque sur l'année. Donc pourquoi pas demander à cette personne-là, enfin, tout type de personne qui aura marqué l'évolution de la marque sur l'année. Bon, j'espère que ça tiendra, mais pour la 8e année, 9e, 10e, j'aimerais bien faire ça, quoi. Voilà. Bien cool. Non, bien cool. En vrai, c'est d'art parce que c'est assez magique, mais bah déjà, ce qui est cool, c'est que Jean, il commence à capter beaucoup là où on veut aller avec Terne. En tout cas, j'ai l'impression. Faudra lui demander, mais j'ai l'impression que au début, moi, je parlais beaucoup de... Vas-y, moi, je suis plus passionné d'internet que de la SAP, en vrai. Du coup, Terne était grave logique pour ça, parce que j'avais autant, si ce n'est plus de refs internet que SAP, même si j'ai quand même beaucoup de refs SAP, en vrai. Grâce au groupe Facebook, Streetwear et tout, ça m'a beaucoup appris. Et même les vidéos YouTube, tout ça. Mais Internet un peu plus. Et Jean, pas particulièrement... Enfin, si, Jean, il a grave des refs Internet, mais peut-être un peu moins perché que moi. Ce qui fait qu'il fallait un peu lui donner ce goût, cette direction-là et tout. Et je trouve qu'il a capté. Et donc, on commence à créer des trucs assez fun. Il y a une collab, là, les gars. C'est trop dur de pas vous le dire. J'ai un prototype de veste que j'ai devant mes yeux, là. Une Varsity en laine magnifique. Mais on a un call demain avec une grosse boîte d'informatique et on va leur proposer un projet en ayant déjà prototypé une veste pour leur montrer du concret. J'espère
qu'ils vont accepter et qu'on arrivera à donner lieu à un moment de culture fou, une passerelle entre cette icône qui est cette boîte dans l'informatique et nous en tant que vêtements. Si on arrive à créer ça, je pense qu'on peut placer Terne comme une marque tellement puissante dans cet univers et on va pouvoir créer un moment de culture fou, quoi. Créer des vêtements sur de la meilleure des manières possibles et pas juste du merch éclaté, quoi. Bref, c'est fou parce que plus le temps avance aussi et du coup plus on en parle avec les gens et on est en mode mais comment ça personne n'a pensé à aller sur ce créneau de marques qui parlent d'internet, frère. Pourquoi ça n'existe pas avant nous? C'est limite pas logique, frère. Il y a beaucoup de marques qui parlent, qui sont liées peut-être à la culture skate, rap, sport. Mais Internet, très peu. En vrai, il y en a quelques-unes. Mais très peu. Et pourquoi? Pourquoi? Pourtant, d'un point de vue culturel, il y a tellement de rêves, de moments, de gens. Il y a de quoi construire des histoires, de quoi partager des moments fous et de quoi rassembler une communauté. Bref, en tout cas, nous, on va le faire. Et je trouve que avec la reprise des vidéos YouTube, on y est, quoi. On y est. J'ai beaucoup parlé aussi cette année moi avec Elliot Osan, qui a beaucoup travaillé sur soi et son projet. Bon bref, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Ça fait des années qu'il filme. Vas-y, je le leak, mais il a déjà sous-entendu plusieurs fois. Mais en gros, il a fait un stage chez nous à l'époque du premier hangar. Et il a commencé à tout filmer de sa vie et de ses projets à partir de ce moment-là. Genre, il filmait, je pense, quasiment tous les jours, genre. Et du coup, il a filmé des moments de fou, quoi, dans sa vie, dans ses projets, son premier local, ses robes de marque de vêtements, mais aussi ceux de son entourage. Par exemple, des artistes avec qui il est pote, de son équipe. Nous, quand on a eu le drop émotion, il était là, il filmait. Il y a eu plein de moments clés de notre histoire globale de ces dernières années qui ont été capturés par lui. Et il est en train d'essayer de peut-être sortir une partie de docu là-dessus. Et j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir parce que vas-y, c'est super intéressant sa vision sur plein de choses et je suis curieux de voir comment il va l'exécuter en vidéo et un peu pseudo-docu, quoi. Voilà. Voilà. Non, c'est bien fun quand même. Si ce call demain là il se passe bien, en fait on va leur faire une proposition qui est incroyable. Je vois pas pourquoi ils refuseraient. Tout à l'heure avec Jean, on s'est posé, on a bossé pendant genre peut-être une heure ou deux une présentation pour leur présenter un peu le projet et ce qu'on leur proposait. Et j'étais en mode mais comment tu refuses ça, genre c'était tellement genre en mode ils ont tellement rien à perdre et tout à gagner en images, en com, en moments de culture et en argent. On prend tout le risque, on fait tout, bref, vous verrez. Mais si on plie ça, c'est un classique. C'est vraiment mieux que Harold, mieux que Windows, vous allez voir. Voilà. Oh putain, aussi on a enfin réussi à avoir la matière. En gros, nos hoodies et nos zips actuellement, c'est un mix polyester-coton, 80-20. C'est assez standard en vrai dans le streetwear, beaucoup font ça. Mélange parce que ça permet d'avoir quelque chose de doux, qui tient chaud, assez épais et mousseux, et qui coûte pas forcément très cher. Quand tu prends le 100% coton, c'est quand même beaucoup plus cher, et enfin beaucoup. En tout cas, bien plus cher. Et là, du coup, moi, je voulais qu'on ait aussi la possibilité de faire du 100% coton, du coup, en French Terry. Et on a cherché, on a tenté plusieurs combinaisons, plusieurs usines, plusieurs matériaux. Et on a trouvé aujourd'hui, on a reçu un prototype de hoodie qui a le coton comme je souhaite. Avec un traitement dessus comme je souhaite. Vraiment celui que j'avais en tête. Pour les t-shirts, on n'a pas encore trouvé... on cherche à avoir un coton un peu différent. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je pense qu'on va réussir à le trouver. Et trop cool. Il y a un travail qu'on fait, qu'on a commencé à faire avec la dernière collection, en vrai. En vrai, un peu avant, quand on a commencé à faire des maillots de foot. Beaucoup travaillent avec des usines et leur tissu, leur manière d'imprimer, leur manière de... En gros, ils demandent à l'usine de tout faire. Et des fois, leur usine leur dit, écoute, désolé, on peut pas faire ça. Et donc, ces personnes-là, soit elles changent d'usine, soit elles se disent, tant pis, je vais adapter mon projet pour qu'il soit faisable par l'usine X ou Y. Et nous, avec Jean, surtout en fait Jean qui m'a appris ça, on commence à sourcer maintenant nous-mêmes les détails quand on veut des détails bien particuliers. On a fait des maillots de foot et on voulait des
patch de foot d'une certaine manière, et Jean, il allait sourcer ces matériaux-là dans une autre usine pour les envoyer à l'usine qui assemble. Et pareil là pour les matériaux, pour la hardshell, donc on a fait du nylon ripstop imprimé avec 3 couches pour avoir un truc léger, qui respire et qui est déperlant, à la manière de plein de vestes connues. Et l'usine avec qui on travaille de base ne fournit pas ça. Par contre, on a trouvé une usine qui permettait d'imprimer du nylon comme on voulait, qui fait du coup des kilomètres et des kilomètres de tissu, chez qui on a acheté le tissu, qu'on a transféré à l'usine, et qu'on commence vraiment à avoir des process en vrai de vraies marques de vêtements, quoi. Et ça nous permet d'aller vraiment loin dans le vêtement et de créer des vrais vêtements. Je me revois, moi, qui faisais des t-shirts en sérigraphie. À l'époque, je disais que j'avais une marque de vêtements, et c'est vrai, j'avais une marque de vêtements, mais là, j'ai aussi une marque de vêtements, et c'est travailler d'une autre manière, c'est bien intéressant. Et en parlant de ça, hier, j'étais avec mon pote Maxime qui faisait des vidéos YouTube à l'époque sur la sneakers, le streetwear et un peu tout ça, et là, qui est parti faire autre chose. Mais il y a 4 ans, même 5 ans, il sortait une vidéo qui s'appelait genre 24 heures avec Flub. Je la mettrai, si vous voulez, dans la description, si vous voulez aller voir. Et c'est très drôle parce que du coup, on passe une journée ensemble, mais comme on faisait tout le temps en fait. Juste là, il l'a filmé et il voulait le partager. Et dans cette journée, je parle et tout, et j'explique un peu ma vision du monde et des choses. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on peut se dire que on grandit, nos idées changent et tout, et pas du tout en fait. Genre, c'est une dinguerie comment ce que je dis dans la vidéo il y a 4-5 ans, à l'époque où je gagne pas d'argent, je suis chez mes parents, je suis toujours chez mes parents, ouais. Mais où j'ai pas de local, où j'emballe toutes les commandes encore depuis ma chambre, où j'ai peut-être vendu Grand Max pour 10 000 € de t-shirts, ce qui est bien, mais sur plusieurs années, qui est quand même assez peu. Enfin, à l'époque, j'ai pas fait grand-chose par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Je parlais déjà de tous ces trucs-là, de créer sur Internet, dans la vraie vie, machin. Je disais exactement la même chose que ce que je dis aujourd'hui. Ça fait du coup 5 ans que je me répète, vraiment, et personne me l'a dit. Non, mais ça fait 5 ans que je me répète, et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que vraiment, tu penses que... En tout cas, je pensais beaucoup avoir changé, évolué, grandi. Peut-être que mes idées se sont affinées, affûtées avec le temps, et je vois un peu plus loin, mais je vois toujours la même chose, je vois toujours la même direction. Et c'est assez... c'était drôle et perturbant à la fois. Cette vidéo-là, vraiment, vous allez, si vous voulez aller la voir, genre, c'est des trucs, elle pourrait sortir aujourd'hui, tu vois, ça me choquerait pas, tu vois. Et non, c'est très marrant à voir. Et en fait, je sais pas si c'est pareil avec tout le monde, mais je pense que j'ai toujours voulu la même chose, juste je l'aborde de manière différente, et tous les 6 mois, je change ma manière d'aborder les choses, mais toujours la même direction, quoi. Ce truc de créer sur Internet, dans la vraie vie, connecter avec les gens, créer des histoires, des moments forts, quoi. Et non, c'est cool. Je suis content d'avoir revu cette vidéo avec lui, c'était assez marrant. Ça a pu faire lieu à des discussions intéressantes. En parallèle de ça, j'en ai peut-être parlé dans les derniers podcasts, peu importe, je vais le répéter. Si, j'en ai parlé. Je disais beaucoup que beaucoup de gens, et c'est très bien, se sont mis à faire des TikTok. Et c'est super, faites des TikTok, c'est un outil, enfin TikTok, des formats courts, verticaux. C'est vraiment un des formats les plus puissants qui sont arrivés ces dernières années, vous le savez, machin. Et moi, ça a vraiment permis de fou de grandir nos marques et tous nos projets. Le truc, c'est qu'on avait commencé à faire un format que tout le monde fait, en vrai, qu'on n'a pas inventé, mais qui est de raconter des histoires avec une voix off et des sous-titres jaunes. Vraiment, c'est le classique, le cliché. Et plus le temps passe, plus j'étais en mode, bon, il est cool ce format, mais je commençais à y voir une limite un peu, en mode, c'est cool, mais est-ce que tu partages vraiment un moment avec les gens? Je suis pas sûr. Est-ce que les gens ils vont se rappeler de toi? Je suis pas sûr et tout. Donc j'ai voulu travailler un peu différemment ma manière de faire des vidéos et de créer un peu autour de ce format-là, quoi. Et j'ai réfléchi beaucoup, j'en ai parlé avec d'autres créateurs et je pense avoir trouvé mon truc. En fait, ma vision aujourd'hui, c'est pas de créer déjà des vidéos ou des contenus, c'est de créer des moments. Pour moi, si tu crées un moment, peu importe comment il va être raconté, si le moment est bon, les contenus seront bons. Je m'explique. Quand on retrouve le fond d'écran Windows pour faire, en tout cas un champ qui ressemble, pour faire une campagne photo là-bas, ça c'est le moment, ça c'est l'histoire. L'histoire, tu peux la raconter dans un journal, dans un tweet, dans un TikTok, dans un Snap, à la radio, peu importe le format au final, l'histoire est intéressante et ça marchera. Genre les gens vont être intéressés par cette histoire. Peu importe. Parce qu'au final, le moment, il n'est pas dépendant d'une plateforme, il n'est pas dépendant d'un format, il n'est pas dépendant de 20 secondes, 30 secondes, ou que non. Le moment, c'est l'histoire que les gens racontent. Qu'est-ce qu'ils racontent de ce truc-là? Et du coup, maintenant, j'essaye de le plus possible, je vais pas dire que je le fais tout le temps, c'est pas vrai, mais le plus possible, pas créer des contenus, mais des moments. Parce que dans 5 ans, peut-être que TikTok n'existera plus, peut-être que ce sera un nouveau format,
et ben ces moments, je pourrais les re-raconter et en fait, on sera pas limité à un contenu. J'aurais pas créé une vidéo YouTube, j'aurais créé un moment que j'aurais fait en vidéo YouTube. Et c'était bien intéressant de voir les choses de la manière. Et dans cette même idée, je veux essayer d'arrêter d'utiliser les sous-titres, d'arrêter de faire des intros à mes TikTok, juste proposer le meilleur contenu possible du début à la fin. Et pour moi, si le contenu est excellent, il n'a pas besoin d'intro, il n'a pas besoin de sous-titres. Et j'y crois, j'ai commencé à le faire. Hier, j'ai posté une vidéo, ça a fait 1 million de vues, frère. Il n'y avait ni sous-titres, ni hashtag. Il y avait des musiques, mais il n'y avait pas d'intro particulière. C'était juste du bon contenu, juste du bon contenu. Et c'était un moment qu'on partageait avec les gens qui était touchant. Et ça a marché. Ça a marché. Sur une vidéo de plus d'1 minute. Et je pense vraiment que avoir trouvé un truc qui va me permettre de rester pertinent peut-être pendant 10 ans, 15 ans. En tout cas, j'espère. Je fais pas des vêtements aujourd'hui pour faire ça que 2, 3 ans, 3 ans. Je fais vraiment ça pour rester des décennies et des décennies. Et je pense que je commence à trouver un peu ma recette et mon chemin pour arriver à faire ce que je veux. Peut-être c'est pas forcément la même chose que chacun doit appliquer. Chacun a un chemin et un objectif différent. Moi, ça correspond à ce que je cherchais. Et même par rapport à ça, en fait, ce que je vends, c'est pas ma vidéo, donc je gagne pas de l'argent. Enfin, je m'en fous de gagner de l'argent avec les monétisations. Moi, je gagne de l'argent avec l'idée que je partage. Donc les gens, ils peuvent reprendre mon idée, faire des clips, des machins, je m'en fous. Parce qu'en fait, ce qu'on pousse, c'est l'idée. Si les gens, ils font des clips et ils réutilisent mes vidéos, très bien. Ils partagent mon idée, ce qui fait pousser ma marque, en fait. Et tant mieux s'ils gagnent de l'argent et tout avec. En vrai, il y a peu de gens qui font des clips, mais c'est juste pour dire qu'en gros, créer ce truc de moment, c'est que tu incarnes vraiment ton produit, puisque ton produit, c'est toi et ce que tu racontes. Et que ce soit toi que ce soit toi ou quelqu'un qui répète l'histoire que tu as vécue, c'est bénéfique pour toi. Là, je dis, on allait au fond d'écran Windows pour faire une campagne photo. Peut-être que quelqu'un a vu cette campagne et a dit à ses potes, oh, regardez, Flub, machin, l'équipe de Terne, ils sont allés retrouver un fond d'écran, un champ qui ressemble au fond d'écran Windows pour faire un truc. Et ben, ce mec-là, il aura pas partagé notre vidéo, il aura pas partagé notre tweet, mais il aura partagé l'histoire et le moment, et ça aura bénéficié à ma mission, tu vois, de créer des histoires, de marquer peut-être la vie des gens, et aussi de promouvoir la marque et les vêtements, sans être cantonné à un TikTok, une vidéo, un machin. Et voilà un peu ma manière de travailler. Je vais essayer de continuer là-dessus. On verra. En tout cas, je pense que ça commence à être vraiment le bon format. On va... Voilà. Tom, il me bassine depuis des semaines et des semaines pour que je me pousse à créer de plus en plus de contenu. Malheureusement, je suis pas un mec très rigoureux là-dessus. Surtout là que j'étais beaucoup occupé et j'avais du mal à prioriser les choses. Je l'ai repris et depuis qu'on l'a repris, c'est cool parce que ça redynamise les ventes, ça redynamise un peu tout. Même c'est cool, tu vois. Et on gagne des abonnés, machin, enfin, ce que je devrais faire en fait tout le temps. Et là, je vais essayer vraiment de m'organiser là-dessus. Ce qui est cool, c'est qu'en ce moment même, on a Noah, qui est un gars de notre Discord, qui écoutera ce podcast probablement, qui est en stage avec nous. Il est arrivé aujourd'hui. Il reste là pendant un peu moins de 2 mois. Et en même temps, on va avoir un mec avec qui on a bossé, qui s'appelle Kid Beko. Il arrive dans 3-4 semaines. Kid Beko, qui est un designer graphique, qui va venir avec nous en stage pendant 2 mois, wesh. Il vient en France il y a quelques temps, le jour de l'anniversaire d'FV. Genre, il reçoit un appel WhatsApp et tout. Et en fait, c'était Beko qui lui dit, ouais les gars, je veux faire un stage. Je peux le faire chez vous? Parce qu'en gros, ça n'intéressait pas de faire ça là-haut. Il était en mode, ouais, moi je suis chaud de venir en France et tout. Il vient de Pologne, wesh. Du coup, pendant 2 mois, on va avoir Noah et un gars qui va nous aider sur le design graphique. Et ça va être super intéressant comme test. Alors, les deux trucs, c'est les stagiaires qu'on demandait. Moi, je cherche pas particulièrement de stagiaires parce que j'aime pas l'idée de chercher des stagiaires pour travailler. Enfin, j'aime pas l'idée pour ma boîte et comment on fonctionne. Parce qu'on a la chance de pouvoir faire sans. Mais ça va être super intéressant parce que on va avoir du coup 2 nouvelles personnes sur de la communication et design graphique, des endroits où j'ai besoin de monde, qui vont nous aider pendant 2 mois, et ça va être un super échantillon pour voir si c'est pas des trucs qui devraient nous aider en fait. En fait, ça se trouve, à la fin de ces 2 mois, je vais être en mode génial, c'est ça qu'il me faut, et potentiellement, du coup, recruter ces profils-là pour nous continuer d'évoluer, d'avancer et de créer des trucs cool, quoi. Donc c'est un super truc pour tester. En plus de ça, je suis sûr que Beko comme Noah, ils vont apprendre plein de trucs, mais bête d'expérience parce que du coup, il y a un moment où on va être 7, je crois. On va être 7 à bosser ici dans les bureaux, wesh. Dans les bureaux, on va être 7. C'est pas un concours de qui on est le plus et tout, mais juste, je trouve ça fou d'interagir avec la vie de cette personne. J'espère qu'en plus, je leur propose une expérience relativement positive, quoi. Et qu'eux, ils passent, j'espère, des bonnes journées ici, même si c'est pas tous les jours cool et fun, enfin, ça reste du boulot. Mais c'est cool.
Genre, il est aussi là l'impact, je trouve. J'ai oublié de parler de ça. On a fait une campagne photo dans une montgolfière. On a loué une montgolfière pour la du coup, dernière collection Terne qui est sortie. On a loué une montgolfière et on a shooté dedans notre lookbook avec Adré. Je suis tellement content du concept et des photos. Et ça c'est intéressant, on peut en parler, tiens. En gros, on a cette idée de campagne, mais vraiment naturellement, comme on a des idées 15 fois. Et on shoot la campagne et tout. Et pendant que je fais le moodboard, on m'envoie, tiens, regarde, Bushi, il a fait un clip, il a fait la même chose. Et très cool, il l'a fait. Et quand on poste et tout, j'apprends quoi? Que 2-3 jours après, les putains de graphistes Twitter aigris, là, ils sont obligés de faire des tweets cités en privé. Oh, regardez, ils ont copié Louis Vuitton, ils ont aussi fait une campagne comme ça. Frère, je sais pas, moi, tous les gens qui ont fait des campagnes comme ça. J'ai pas revendiqué comme étant le seul et unique à avoir eu cette idée-là. Et c'est assez, en vrai, intéressant. Ces gens-là, je m'en fous, ils achèteront jamais nos vêtements et ils jouent avec leur caca sur Twitter, c'est pas très grave. Pendant qu'ils tweetent, nous, on fait les trucs et on s'amuse. Mais c'est assez marrant parce qu'en gros, j'ai l'impression que, vu qu'on grossit, mais en fait c'est bidon, on le sait, et bien il y a des gens pour qui on est devenu trop gros et c'est plus trop cool d'apprécier FV. Non, c'est plus cool, tu vois. Ces mêmes gens qui des fois participaient à nos concours créatifs pour gagner du matos ou des trucs comme ça, quoi. Ces gens qui nous poussaient, qui ont peut-être même des fois acheté chez nous, là en mode ah non, FV c'est trop gros, je peux pas trouver ça cool. Et ça se sent obligé un peu de critiquer, trouver des verres un peu à tout ce qu'on fait. En vrai, je sais pas si ça me touche vraiment. En fait, je trouve ça juste intéressant de voir comment les humains interagissent par rapport à nous. Moi, ce qui me fait sincèrement chier par rapport à tout ça, c'est que j'espère et je souhaite être le plus irréprochable par rapport aux artistes, par rapport aux créateurs. En gros, j'essaye de proposer la meilleure expérience possible pour eux, quoi. En tant que client, on s'achète nos vêtements, mais aussi en tant que prestataire quand on bosse avec eux. On a toujours payé les factures quasiment le jour même. On a toujours payé bien les artistes, les créateurs, les rémunérer à leur juste valeur. En tout cas, dès qu'on a pu, on a augmenté les budgets. Enfin, vraiment, c'était une de nos priorités, quoi. Toujours crédité. Beko, quand il fait quelques visuels pour nous, pour Terne, on le crédite et tout. Et lui, il est en mode, oh, c'est fou, vous me créditez. Parce qu'il était étonné qu'il y a plein de marques qui le font pas, quoi. Et suite à ça, plein de marques qui l'ont contacté pour faire du design graphique. Il a même bossé sur la DA du dernier projet de Luther. Je sais pas si c'est suite à nous ou pas, peu importe. Mais en créditant les artistes, on les a toujours poussés et tout. Et je trouve ça fou que une partie de ces gens-là nous pissent dessus alors qu'on essaye de faire beaucoup, à mes yeux, pour eux. Peut-être que c'est légitime qu'ils nous pissent dessus, je sais pas, peu importe. C'est juste le seul truc qui me fait chier. C'est que des gens pour qui on œuvre, entre guillemets, j'ai l'impression, pour qui on fait on se bat aussi pour eux et pas contre eux, au final, finissent par nous tailler sans trop de raison, quoi. Quand on sort le truc, quand ils nous disent qu'on copie des trucs et tout, je suis en mode, non, quoi. Mais bon. Je pense que c'est ça la seule dimension qui me fait chier. Que ces gens-là, après, ils parlent mal individuellement, c'est pas très grave dans le sens où. C'est peut-être pas des gens qui. Enfin, c'est normal en vrai que les gens aiment pas. Mais juste, je trouve ça fait chier que ce soit des gens qui, pour moi. Je sais pas, peut-être que je fais mal les choses aussi, peut-être. Mais voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler en vrai, parce que peut-être que vous, de l'extérieur, qui avez plus de recul, vous allez pouvoir me donner un retour sur ce genre de situation. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que l'autre jour, on est à Paris, le jour de l'anniversaire d'FV, et on est dans la rue, on mange et tout, et il y a un groupe de 3-4 personnes qui arrêtent, et tout, qui nous parlent avec nous. Et dans le lot, il y a pas forcément un des mecs que j'évoquais là, mais un graphiste, Twitter, qui est plus ou moins proche de cette communauté des gris là, et qui en vrai est très cool, et qui m'a rien dit de méchant, et qui était pas contre nous, mais qui sur Twitter pourrait laisser penser qu'il est contre nous. Et je trouve ça assez perturbant, parce que dans la vraie vie, on les retrouve pas trop ces gens là, quoi. Je demande pas forcément à les voir, j'ai pas envie de vous voir si vous êtes gris. Mais bref, voilà. En fait, beaucoup d'énergie négative pour rien, parce que ces gars-là galèrent en vrai, et je pense que s'ils avaient plus ou moins la même énergie qu'on a entre nous, Marc, désolé, peut-être que ça irait beaucoup mieux aussi dans leur univers graphique, quoi. Bref, fin de cette parenthèse. Mais force à eux, en vrai, parce que c'est pas facile d'être graphiste ou designer, enfin en tout cas freelance je sais que c'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller tailler Fabrication, quoi. Et puis l'émotion, c'est fou, genre. C'est devenu trop gros, on peut plus apprécier. Tiens, c'est vrai, on peut encore parler du dernier drop. J'ai testé un truc tout nouveau. En vrai, c'est pas nouveau. En 2020, je crois, peut-être 2019,
pour le Black Friday, j'avais testé de faire des SMS. En gros, je proposais aux gens de s'inscrire par SMS sur FV. Et j'avais fait toute une dinguerie. Genre, en gros, j'envoyais tous les SMS à la main depuis un iPhone 6 qui est genre là. Et j'envoyais tellement de SMS que je m'étais fait bloquer ma carte SIM free plusieurs fois. Bref, c'était marrant. Mais je faisais du coup des campagnes de SMS avec les gens qui voulaient s'inscrire. En gros, les gens pouvaient s'inscrire. Et s'ils s'inscrivaient, ils avaient accès à un drop et une offre, en gros, pour Black Friday. C'était ça il y a longtemps. Et de mémoire, ça a quand même plutôt bien marché. Puis il y avait un truc un peu cool, quoi. Les gens pouvaient communiquer. Je répondais des fois aux SMS qu'on recevait et tout. C'était assez marrant. Là, pour le nouveau drop Tern, je me suis dit, testons un nouveau truc. Essayons de faire une mécanique avec les SMS. Donc j'ai trouvé un super service pour faire du SMS. Le problème, quand tu as une marque de vêtements et que tu veux communiquer par SMS, c'est que ça coûte cher. Un SMS, ça coûte 20 centimes. 20 centimes par SMS. En plus de ça, quand quelqu'un s'inscrit, il y a une confirmation, donc c'est 20 centimes. Donc chaque nouveau contact te coûte 20 centimes. Puis dès que tu veux envoyer un message, dès que tu veux envoyer 140 caractères, c'est 20 centimes. Mais si tu veux envoyer plus, c'est 40. Enfin, c'est assez onéreux. Mais il y a un truc assez intéressant dans le sens où tu communiques avec les gens de manière ultra directe. Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a pas de spam. Ils ont la notif, quoi. Ils peuvent pas la rater. Du coup, le but, c'est que les gens s'inscrivent pour, par exemple, le drop. Et ils ont l'info du drop. Ils demandent un truc, ils l'ont. On n'est pas allé chercher à faire des SMS ultra intrusifs qui sont là pour pousser la vente et tout. Non, c'est vraiment juste « Ah, je veux m'inscrire pour une info, tiens, je te donne l'info. » Et du coup, on a fait ça. On a ouvert une liste SMS. C'est tern.whatthefuck. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour les prochains drops. Vous aurez un SMS au moment du drop. Peut-être même des fois un accès exclusif. Et donc là, on a fait une petite liste. Je l'ai poussée, mais en gros, je voulais faire la promo de cette liste, et pas de manière trop agressive. Je voulais avoir que des gens qui étaient vraiment intéressés pour acheter les produits, pas des gens qui étaient là juste en superflu, parce que ça me coûte de l'argent. Donc autant avoir les gens vraiment intéressés et pas le superflu. Donc on a lancé cette liste et on a récolté, on a en tout cas enregistré genre plus de 1000 personnes en quelques semaines, ce qui est, je trouve, très cool pour des SMS, parce que moi, je donne pas mon numéro à n'importe qui. Donc c'est vraiment cool. Et au moment du drop, 1 heure avant, on a envoyé un accès exclusif par SMS. Il y avait un code pour accéder sur le site qu'on a envoyé par SMS à tous ceux qui sont inscrits. Et c'était super intéressant parce qu'on a fait le drop de cette manière. Et sur les 1000 SMS, en 1 heure, genre 70% avaient cliqué et étaient allés au moins une fois sur le site. Ce qui est genre énorme. Dans le lot, la plupart ont fait un achat. Plupart, je dis des bêtises. Mais une bonne partie ont fait des achats. En fait, la plupart des achats du drop du jour même, c'est par les accès exclusifs de SMS. Et super intéressant de dropper comme ça. Je pense que je vais continuer ça. Et qu'à chaque drop, on sélectionnera des gens parmi les SMS. On leur enverra un accès exclusif pour du coup accéder à la boutique 1 heure avant. J'ai des problématiques en fait. J'ai plusieurs problématiques. Dans le sens où peut-être que les gens qui sont inscrits là à l'instant pour ce drop là, ils s'en foutent des prochains items et ils veulent pas recevoir les SMS. Ils peuvent se désinscrire, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ils vont peut-être recevoir des SMS d'un truc qu'ils ne voulaient pas. Sachant que moi, à chaque envoi, je paye. Donc c'est pas ultra intelligent. Le truc, c'est que si je recommence une nouvelle liste de 0 à chaque drop, les gens ils vont pas capter qu'il faut se réinscrire, ceux qui sont intéressés. Moi, je m'inscris pour une marque, je m'inscris pas pour un drop. Et si on demande aux gens de se réinscrire à chaque drop, c'est pas l'idéal. Donc bon, on verra avec le prochain drop comment ça se passe. Je sais pas trop comment ça va se passer. C'est un outil super intéressant. Ça nous doit quand même coûter 400 balles, je pense, entre l'installation, le numéro custom, tout a coûté un petit budget. Mais au niveau des résultats, vu qu'on a fait les 200 commandes, et je pense que des gens ont une expérience tellement plus positive. En fait, le truc aussi, c'est que ça te crée un échange beaucoup plus direct avec les gens qui sont potentiellement intéressés, et ça leur crée une expérience cool. Je veux un item. Moi, je me rappelle une expérience géniale que j'ai vécue grâce à des SMS. Un jour, je vois une publicité sur TikTok qui me dit « Fred Again sera en concert à Paris bientôt. Est-ce que tu veux acheter un billet ?» Alors moi, mon rêve, tu me demandes ça, bien sûr que je vais acheter un billet. Du coup, je clique sur la pub, je mets mon numéro. Ça faisait assez confiance, donc je donne mon numéro. 2 mois après, j'avais oublié, je reçois un SMS. Tu veux acheter ton billet ? Bah oui, c'est maintenant. Accès exclusif. Et j'ai pu acheter, du coup, mon billet tranquillement. J'avais genre un code, je pouvais acheter... j'avais un lien genre personnalisé et tout. Acheter mon billet tranquillement, sans pression. Et j'ai pu avoir ma place comme ça, sans problème. Alors que les places,
se revendaient, genre il y avait du bénéfice à faire dessus, quoi. Genre quand c'était en drop public, c'était directement acheté, enfin tout était vendu. Donc expérience de fou, positive. Grâce à ces SMS qu'on crée un accès direct avec le fan. Je dis pas, il y aura peut-être des resellers dans le lot et tout, mais moi ça a amélioré mon expérience et je pense que sur Tern on peut proposer le même délire de proposer un accès direct avec la communauté, et en fait les gens qui sont là ils bénéficient de cet avantage de pouvoir accéder au truc à plus de temps avant, donc c'est cool, franchement c'est cool. Quand on peut, on fait du stock, là on pouvait pas, donc ça aide tout le monde. Bref, voilà, je suis content de cet ajout de SMS. Je suis assez content de cet ajout de SMS. L'objectif là un peu de l'été, du coup, c'est tester, voir comment ça se passe avec les nouveaux profils dans l'équipe, communiquer à fond. On a passé d'ailleurs les 70 000 abonnés sur Insta FV, c'est assez cool. On se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés sur Insta, et mine de rien, ça arrive, peut-être un jour, et c'est cool, j'aimerais bien. Je suis curieux de voir du coup tout ça, et on a du stock dans le garage. Il y a pas mal d'items en vrai qui plaisent, juste les gens sont pas au courant qu'ils existent ou qu'ils sont en stock, parce qu'on fait pas de vidéo, on faisait pas de vidéo. Donc mon objectif de l'été, c'est un peu renouveler, donc proposer aux gens d'acheter ces produits là, et vider un peu tout ce qu'on a, quoi, parce qu'il y a des produits vraiment cool qui devraient partir, quoi, juste on n'en parle pas, donc on va en parler. Et petite mission de l'été, quoi. Vas-y, il y a Zach là, Zach Nani, il est reparti au Japon, frère, il fait des vlogs tous les jours. Avec Tom, on les regarde, et tous les jours on est au bureau, on se regarde en mode bon, on y retourne et tout. Et on hésite, je pense, à repartir. Peut-être qu'il y a une petite proba. Si j'avais pas eu de stagiaire, je serais reparti, clairement. Mais vu que j'ai des stagiaires là, je peux pas partir comme ça, et j'ai du boulot aussi sur la planche. Mais si j'avance bien sur toutes les missions, tous les projets en cours, il y a moyen que reparte un peu là-bas. J'aimerais bien. J'avais dit New York, mais en vrai, vu que le yen se pète la gueule, c'est tellement moins cher d'aller là-bas, en tout cas de vivre là-bas, quelques temps, genre une semaine. Donc on verra. En parallèle de ça, dans ma vie perso, beaucoup de changements. Comment aborder tout ça ? Je voulais... alors, première étape. Mes parents sont séparés depuis des années. Enfin, ça fait quelques temps quand même. Et du coup, toutes les semaines, je change de maison. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais à droite, je vais à gauche. Et du coup, je transforme mes affaires à droite à gauche. C'est pas là ce que je dis là, je veux vraiment pas me plaindre. Ma vie n'est pas terrible. Je vis tout ça très bien. Il n'y a pas de galère. Il y a des situations qui sont familiales qui sont bien pires que la mienne. Mais du coup, toutes les semaines, j'allais chez mon daron, chez ma daronne, chez mon daron, chez ma daronne. Et sans mentir, ça commençait vraiment à me fatiguer. Pas la séparation de ça, mais vraiment le fait de devoir faire du ping-pong de maison. Parce que, du coup, j'avais 2 chambres, mais aucun endroit était vraiment devenu ma chambre. Genre, il n'y a rien. Il y a mes vêtements et un sac de course Ikea que je transportais. Et c'est super triste, je trouve. J'avais plus de lieu à moi, quoi. Du fait que je devais switcher toutes les semaines. Mais d'un côté, il faut que je vois les 2 parents, tu vois. Je les apprécie les 2, faut que je fasse du temps avec eux. Du coup, j'ai décidé là d'arrêter de faire ce changement toutes les semaines. Parce que déjà, il faut que je bouge. Je supporte de moins en moins de vivre avec eux. J'adore passer du temps avec eux, mais vivre avec eux au quotidien, je pense que j'ai envie de tester autre chose. Et donc je pense que dans les mois qui suivent, j'essaie de trouver un appart. Je voulais initialement acheter un appartement, j'ai fait des visites et tout. Il y en avait un qui était super, machin, blablabla. Mais déjà, on m'a pas pris au sérieux quand j'ai fait les visites, ça m'a gavé. Et au final, je ne vais pas me presser, donc ce sera un autre. Mais du coup, il faut que je me loge. J'aimerais bien partir de chez mes parents. Juste essayer déjà l'expérience de vivre ailleurs, tu vois. Peut-être pas forcément acheter, mais louer un truc et vivre de manière indépendante. Ok, des fois je fais ma lessive, le ménage, ok, très bien. Mais j'ai jamais eu mon lieu à moi, j'ai jamais eu mon lieu que je meuble, où je me sens bien avec, je sais pas, les odeurs, le bruit, la musique, tout, mon chez moi, quoi. J'ai le local qui est super cool, où je me sens bien, mais vas-y, c'est des bureaux, tu vois. Il y a une cloison avec des préfabriqués, enfin des faux plafonds, des lumières LED, enfin c'est pas... Ça ressemble pas à un appart, un truc cosy où tu te sens bien, quoi. Et bref, c'est une étape dans ma vie perso que déjà je voulais documenter en podcast, dans le sens où ce podcast, je suis trop content que vous les écoutez, mais je l'ai fait aussi, je pense, à moitié pour partager avec le monde, à moitié avec moi pour
enregistrer ce truc dans le temps, tu vois, et avoir un testament de on est tel jour, voilà ce que je pense à tel jour. Et du coup, c'est pour ça que je voulais en parler. Donc ouais, chercher, peut-être acheter un appart. Voilà, le gros dilemme, c'est que j'ai eu de la chance dans ma vie, tout roule, j'ai pas trop de galères, tout se passe bien, et grâce à FV, grâce à Tern, grâce à tout ce qui se passe récemment, je peux enfin me payer, ce qui fait que vu que je vis chez mes parents, je leur donne un peu d'argent très bien tous les mois, mais je peux quand même mettre beaucoup de côté, quoi. Et je commence à avoir assez d'argent pour peut-être acheter un appart, et j'aurais voulu acheter un appart. Le truc, c'est que je sais pas si je vais rester encore à Orléans 5 ans, tu vois. Orléans, j'adore cette ville pour ce que j'en fais aujourd'hui, mais vas-y frère, je vais faire une phrase de pourri gâté, j'en ai conscience, c'est une richesse de fou de pouvoir faire ça, mais aujourd'hui, je travaille pour vivre aujourd'hui. Je travaille pas pour vivre demain. En gros, ce que je veux dire par là, j'ai la chance de pouvoir envisager mon travail, et je sais que c'est une chance, j'ai tellement de chance pour ça, mais je kiffe mon travail parce que comment dire comment dire ça, en gros, je travaille tous les jours pour faire en sorte que ma journée se passe bien, et pas que demain. Et j'ai la chance de pouvoir voyager, par exemple, j'ai la chance de pouvoir aller à Paris, manger dehors au restaurant des fois, et tous ces trucs-là, c'est des plaisirs du quotidien que je peux faire. Et du coup, j'ai du mal à me projeter dans l'idée je pense que dans 5 ans, peut-être que, vu que je travaille tous les jours pour améliorer ma vie de vie jour en jour, je sais pas si je serai encore à Orléans, parce qu'il y a trop de choses à vivre. Et j'ai pas envie de travailler 10 ans pour, dans 10 ans, avoir quelques années où je vais kiffer et tout. Non, moi je veux kiffer dès maintenant, parce que j'ai 24 piges. Ma vie, elle commence pas dans 5 ans, 10 ans, elle commence maintenant, elle est là maintenant. C'est dès maintenant que je dois être heureux et kiffer, c'est pas dans 10 ans où je pourrais kiffer parce que j'ai travaillé. En tout cas, j'aimerais bien aborder ma vie de cette manière-là, même si des fois il y aura des moments compliqués, il y aura des pics et tout, mais j'aimerais vraiment envisager ça comme ça. Et du coup, il y a la question de est-ce que je vais vivre toute ma vie ici? Et je pense pas, il y a trop de choses trop belles à voir ailleurs. J'aimerais bien tester, pourquoi pas habiter en Allemagne, mais je sais pas, me bouger, enfin, voilà. Il y a trop de trucs à faire. Et j'adore mon taf ici, je me sens trop bien. Comme je l'ai dit au début du podcast, je vis aujourd'hui un truc que j'ai rêvé, genre. Mais il y a 15 000 autres trucs que je voudrais faire aussi. Et bref, tout ça pour dire que je sais pas si je vais acheter un putain d'appartement ici, quoi. Et d'un côté, il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais louer machin c'est bête et tout, mais d'un côté, si je veux pas rester ici, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bref, je sais pas quoi faire. Au pire des cas, ça va se régler avec un pile ou face, et je prendrai une décision comme ça, et elle sera bonne ou mauvaise, peu importe, mais en tout cas j'aurai appris. Voilà. Voilà. Ouais, même, enfin, genre, avoir un crédit à la banque et tout, c'est pas des trucs que j'ai déjà fait, donc ça me gave, et j'ai l'impression qu'ils ne prennent jamais vraiment beaucoup au sérieux, quoi. Ouais, bref, voilà, mais ça, c'est pas des vrais problèmes, ça va, c'est pas bien grave, tout ça, c'est vraiment, enfin, c'est même pas un problème, mais c'est des trucs, c'est les questions que je me pose, c'est les défis, c'est mes challenges du quotidien. Voilà. Putain, faut qu'on achète un utilitaire. Là, faut vraiment qu'on achète un utilitaire, genre un camion pour transporter les commandes, parce que c'est plus possible d'utiliser la voiture de Tom. Et genre, je veux que sur l'utilitaire, on floque Tom Logistique avec une photo de lui, genre très sérieuse, très corpo, et écrit Tom Logistique un peu en mode tuning. Je pense que vraiment, dès qu'on reçoit l'utilitaire, c'est ce qu'on fait. Si on peut et qu'on a les moyens, ce serait super drôle pour le contenu, pour l'histoire et pour le fun. Franchement, ce serait trop drôle. Alors. Voilà. Pareil, autre question par rapport, je disais acheter mon appart machin et tout, mais aussi le local. Ça va faire plus d'1 an qu'on est ici. Et en gros, quand tu loues un local commercial, genre pour une entreprise ou une boulangerie, ce que tu veux, bah soit tu as différents types d'engagement, tu vois. Et là, nous, on est sur le bail précaire. Qui en vrai, si vous devez louer un local un jour et que vous pouvez avoir un bail précaire, prenez-le. C'est vraiment génial. Le bail précaire, en gros, ça consiste en quoi ? Tu t'engages, du coup, tu loues le truc, tu as un préavis de, je sais pas, 2, 3, 6 mois, un trimestre, un semestre, mais en gros, tu peux plus ou moins partir quand tu veux. Le propriétaire peut te mettre dehors sans raison, plus ou moins quand il veut, avec un préavis, et toi aussi. Mais du coup, tu t'engages pas trop sur la durée. Le truc, c'est que ce bail-là, tu es limité à 3 ans maximum avec ces trucs un peu flexibles.
Il y a un autre type de bail qui s'appelle les bails 369, enfin les baux, les bails, je sais pas. Et en gros, 369, c'est tu t'engages sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Et là, quand tu t'engages, le propriétaire, il peut pas te mettre dehors, mais toi, tu peux pas aller dehors non plus. Et le truc, c'est que bah, du coup, ça fait 1 an qu'on est ici, un peu plus. On va vite arriver à 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et je sais pas si du coup, au bout de 3 ans, on va se réengager encore dessus. On pourra pas refaire le bail précaire. Il va falloir qu'on se réengage sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, ou qu'on bouge. Et il y a la question du coup de où est-ce qu'on bouge avec... Bon, on a vraiment le temps, hein, mais vu que la boîte fait un peu d'argent, ça pourrait être aussi l'idée de se dire, tiens, peut-être ça pourrait être intéressant d'acheter un local commercial, un entrepôt logistique ou des bureaux pour créer des vêtements. Je pense que si on amenait à bouger, sauf si on a de la chance et qu'on trouve un truc un peu comme ça, hybride, qui fait et bureau et logistique, ça serait le rêve. Mais si on devait bouger, il y a moyen que on ait des bureaux en centre-ville, je pense, pour la créa, le contenu et tout, et un espace logistique en périphérie, dans des zones industrielles, classiques en fait. Et qu'on séparerait en fait les deux. Parce qu'en général, les trucs logistiques, c'est comme notre premier hangar, ce sont des hangars, c'est pas beau, c'est pas fait pour être créatif, c'est fait pour faire des commandes, et c'est pas le rêve, quoi. Et le truc, c'est que dans des lieux qui sont très froids, froid, je parle d'esprit, très hangar, c'est pas le meilleur endroit pour avoir des élans créatifs, et il faudrait plus des bureaux, genre ce qu'on a là, ou ce qu'a Supra, ou ce qu'on a Avril et tout, c'est vraiment super. Et donc, potentiellement que du coup, je me dis, ça pourrait être malin d'acheter soit logistique, soit bureau, pour y aller après, quoi. C'est les questions qu'on se pose, quoi. C'est vraiment les questions qu'on se pose. Parce que avoir une boîte, c'est ça aussi, en vrai. C'est vraiment ça aussi. Qui l'eût cru. Et là, j'en parle, mais j'y connais rien, les gars. Je vais probablement me faire baiser. C'est très probable, d'ailleurs. Mais bon, on va apprendre comme ça. Tout ça n'est qu'un jeu. Putain, il y a quelques semaines, j'ai été invité par Vinci pour faire un podcast aussi. Peut-être qu'à l'heure à laquelle ce podcast sortira, celui de Vinci sera sorti, ou il sortira bientôt, mais sur la chaîne YouTube de Vinci. Et c'était trop cool parce que j'ai pu passer grave du temps à discuter avec Vinci. On avait déjà pu échanger un peu par message, il était venu au premier hangar et tout. C'est toujours quelqu'un que j'ai quand même relativement apprécié. Et là, c'est cool parce que on a vraiment pu se poser et discuter pendant des heures et des heures. Je sais pas, je suis resté 5-6 heures à discuter entre le podcast et le avant-après. Et ça m'a fait vraiment plaisir. C'était vraiment intéressant. C'est quelqu'un de gentil, je trouve. En tout cas, avec moi, il était vraiment sympa. On a pu beaucoup échanger, c'était super intéressant. Et ce podcast-là, du coup, on l'a fait avec Vinci et Pablo Attal, de Pablo T-Shirt Factory. Je sais pas si j'en ai déjà parlé au podcast, mais c'est un gars de Paris qui a son petit atelier d'impression dans le plein centre. Donc, il a appelé ça Pablo T-Shirt Factory. Et il a aussi développé des bases vierges avec Sols, qui est un des leaders européen, je pense, en base vierge. Il a créé ses propres bases vierges. En gros, tu peux aller chez un imprimeur qui a du Sols et lui demander la base PTSF, qui est du coup des hoodies avec une coupe super intéressante, une bonne matière, enfin vraiment ce dont j'aurais rêvé quand je lançais ma marque de vêtements. Et il l'a fait. Je trouve ça génial. Et du coup, on a fait le podcast ensemble, qui était un peu sur le thème de comment lancer la marque de vêtements. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Vinci. Ça sortira ou c'est sorti à l'heure à laquelle vous écoutez ça. Et échange super intéressant. Pablo, c'est marrant, c'est un personnage. Hein. Peut-être un jour, ce serait cool de faire un podcast avec lui. Mais en gros, ce mec-là, c'est un peu un kids de Paris. Je vous raconte de ce que je vois de l'extérieur. Et on avait commencé à parler parce que c'est un pote d'Adré qui prend les photos souvent pour nous. Et quand on a eu le drop émotion, il a découvert un peu notre histoire, l'histoire de la marque, de la sérigraphie et tout, enfin tout ça, tout le passé qu'on avait eu, et l'explosion du drop émotion. Il avait acheté un pull, on avait commencé un peu à parler, et plusieurs fois on s'est vus, et c'est marrant, c'est quelqu'un qui, comme quand je parle avec Davril, quand je parle avec Supra, quand je parle avec Potter, quand je parle avec les gars du Discord, tout ça, c'est des gars qui ont des vues super intéressantes sur ce qui se passe d'un point de vue textile, d'un point de vue créa, d'un point de vue communication, et c'est marrant, parce qu'encore une fois, c'est ce genre de rencontre qui me fait dire que je suis dans le truc que je voulais, tu vois. Je voulais faire des vêtements, c'est bon, je suis dedans. Je suis entouré des gens qui font des vêtements et on fait des vêtements. Et on s'amuse, quoi. Bref, trop intéressant. Vraiment. Dans
on a grave... Ça, c'est un truc de fou. J'ai été tilté à quel point j'avais la chance. Là, en un an, j'ai eu la chance de fou de voyager. Genre. J'ai fait le Japon, j'ai fait les États-Unis, je suis allé en Belgique, plusieurs fois en Allemagne, je suis allé à Amsterdam, je suis allé un peu en France, tout ça en un an. Et c'est une chance de fou, j'en ai toujours rêvé. Et là, grâce au travail, grâce aux rencontres, à tout ce qu'on peut découvrir partout pour notre taf, ça me permet de bouger et de voir d'autres cultures et c'est incroyable. Dans un peu moins d'un mois, là, on va aller à Bologne. En gros, il y a Massimo Osti, qui est le créateur de CP Company et Sun Island. Il a un truc qui s'appelle Massimo Osti Studio. En tout cas, il est décédé, lui. Mais il y a des gens qui ont repris ça, en tout cas, je pense à sa famille ou autre, pour maintenir un peu ses créations, ses archives et son nom, quoi, sa marque qui est forte, tu vois. Et à Bologne, en Italie, ils ont du coup un petit studio rempli d'archives que tu peux aller visiter gratuitement. Et donc, on va y aller parce que je pense qu'on a énormément à apprendre. C'est quand même quelqu'un d'assez visionnaire sur le streetwear en Europe. Il a fait des trucs de fou, quoi. Il a créé Stone, il a créé CP Company. C'est une des premières marques, de ce que j'ai compris, à être allé vers la Chine pour développer des technologies qu'on ne pouvait pas faire en Europe à l'époque. Et à l'époque, lui, c'était pas du tout... Lui, il est avec ce discours-là et les gens ne le comprennent pas trop, quoi. Et il est là en mode, ouais, mais là-bas, ils sont trop forts, on va pas faire ceci, cela. Et ça a vraiment été gagnant pour ces marques, quoi. Voilà, et du coup, ça va être l'occasion d'aller... vivre un moment du coup de marque qui va être fou et de visiter aussi ces archives. J'ai vraiment hâte de voir. Je pars avec Jean, Félix et Papo. Ça va être cool. J'ai vraiment trop de chance de vivre ça, quoi. Je le dis vraiment pour moi-même, mais trop cool. Voilà. Et j'ai envie de faire un projet FV. On a combien de temps? Putain, 1 heure de podcast. Je dois proposer un projet là. Quand j'en parlais en podcast, en vidéo, du coup j'ai eu des rendez-vous avec New Balance, pas du tout pour faire une paire ou pour créer un produit, les gars, on n'est vraiment pas là-dessus, mais ils m'ont proposé de peut-être m'accompagner sur un projet plus ou moins de mon choix, genre, et on verra si ça verra le jour et tout, mais un projet que j'ai eu en tête et que je pense leur proposer, j'aimerais bien créer un format, une journée à Paris ou deux, où on crée un truc comme une école FV, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, et que ça serait un peu le truc de fais ton t-shirt, genre fais ton premier t-shirt, parce que le jour où les petits ils se lancent et ils font leur premier t-shirt, ça y est, quoi, ils ont leur marque de vêtements. En tout cas dans leur tête, ça va grave leur pousser à se dire putain c'est bon, j'ai lancé le truc, ça y est. Et pour moi l'étape du premier t-shirt elle est tellement importante, genre c'est vraiment ce qui fait le déclic en mode ça y est, je suis lancé, je n'ai pas besoin de me lancer, c'est fait. Et donc maintenant on continue, on avance, on crée, on développe l'idée, on développe l'image, on développe là où on veut aller, on développe le t-shirt, on améliore. Et je kifferais du coup créer une expérience. C'est un peu ce que je vais leur proposer à New Balance. Peut-être que je vais même prendre l'extrait du podcast et leur proposer ça pour pitcher le truc. Mais une journée ou deux à Paris avec différents ateliers pour qu'à la fin de ces trucs-là, tu fasses ton premier t-shirt. En mode, peut-être faire des ateliers d'impression, de personnalisation, mais aussi de pourquoi, comment. En fait, un truc qui te pousse vraiment à lancer la machine, quoi. Tu te dises que... En fait, je veux que... Il y a plein de gens que je vois dans mes commentaires, sous mes vidéos YouTube, sous mes TikTok, sur le Discord, qui sont en mode « Je veux lancer ma marque de vêtements, mais je sais pas comment lancer, j'ai peur et tout. » Je veux que ces gens-là, ils viennent à l'événement, ils font leur t-shirt, et ça y est, ils ont fait un t-shirt. Ouh là là, il a commencé sa marque comme ça. Il est allé à Stadium, il s'est dit « Je vais me faire un t-shirt », il a fait un t-shirt, ça y est, il avait une marque de vêtements. Les t-shirts lui a pas plu, il a dit « Je vais imprimer moi-même », et il a lancé sa marque comme ça. Moi, c'est plus ou moins pareil. Je suis au collège, je me dis « Je vais lancer une marque de vêtements », je vais sur Tossadora, qui est un truc comme Vistaprint. J'imprime 3 t-shirts, dans ma tête, j'avais une marque de vêtements. Peut-être que c'était pas vrai, peut-être que j'avais pas une marque de vêtements, on s'en fout, mais dans ma tête, j'avais une marque de vêtements. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand j'ai lancé FV, c'était encore plus naturel. Et c'est un discours qu'on retrouve dans plein de mecs qui ont raconté leur histoire de marque de vêtements. Et ça vient du premier t-shirt. Et le premier t-shirt, du coup, je veux pousser les gens à le faire. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent, en tout cas, il faut qu'ils testent, quoi. Et voilà, j'aimerais bien créer cet événement. Je sais pas encore comment tout, mais en fait, même, j'en parlais avec... Jean il me disait ça pourrait être même marrant que à la fin de la journée il y a un moment où tous les gens qui ont participé ils se retrouvent et peut-être ils s'échangent leurs t-shirts entre eux, peut-être ils vendent leurs t-shirts, qui est vraiment un truc en fait de toutes les étapes de l'idée à la vente, genre que les gens ils construisent leur projet. Je sais pas si on mettra à la vente parce qu'en fait c'est même pas le plus essentiel, mais
Voilà, ça me ferait rêver, ça me fait vibrer, genre. Et ça, pour moi, c'est le futur de Forever Vacation. Genre, pour moi, ça, c'est un projet FV. Les gens, ils sont en mode, mais c'est quand la suite d'EV? C'est quand la suite d'EV? Déjà, la suite d'EV, c'est les vidéos YouTube. FV, c'est les vidéos YouTube qu'on vous fait quasiment toutes les semaines. C'est les aventures dans lesquelles on vous amène. C'est Terne FV. Et ce truc physique, il va vraiment matérialiser ce truc que FV, c'est plus qu'une marque de vêtements. C'est une plateforme créative, les gars. En tout cas, j'espère que ça sera. Et j'aimerais bien le matérialiser par cet événement-là. Voilà. Je m'emballe. Mais voilà ce que j'ai envie de faire. Peut-être que ce sera pour du coup la rentrée. Et d'autres projets que j'ai à côté que je peux pas vous parler, dont je peux pas vous parler parce que c'est en cours, ça engage pas que moi et on m'a demandé de pas en parler tout simplement. Mais il se passe des trucs et c'est magique. Je vous remercie sincèrement de m'ouvrir des portes. Peu importe que vous m'appréciez ou pas, peu importe. Mais merci sincèrement pour l'attention que vous nous donnez, pour la confiance que vous nous accordez sur les vêtements et tout. Mec, c'est fou ça. Regarde, j'ai reçu. L'autre jour, il y a Tom qui reçoit un retour client. Et le mec, en plus, il a rédigé une lettre, genre, où il nous explique un peu son expérience qu'il a eue et à quel point il avait apprécié, genre. Et le mec, il a écrit à la main. Très bien d'ailleurs, il a une super belle écriture. Et Quentin, il a écrit ce truc. Et vas-y, c'est touchant, tu vois. Genre. Merci à vous de partager cette aventure avec nous, avec moi. Merci à Tom de partager ça avec moi. Merci à Jean, merci à Mathis. Genre, je me sens vivant quand je fais ça. Et c'est fou. Je vous souhaite à tous de vivre ça. Et peut-être ça passe par ce premier t-shirt, peut-être ça passe par cette première vidéo, peut-être ça passe par ce premier post Instagram, par cette première peinture. Mais ça passe par ce premier truc. Et je suis tellement... Et je dis ça, mais il y a 4-5 jours, j'étais en déprime parce que pendant une journée, je galérais. Il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où ça va. En général, quand je tourne les podcasts, ça va, donc c'est cool. Mais merci sincèrement pour ce truc qu'on est en train de faire. Et dans 10 ans, on va regarder ça, et ça va être une dinguerie. Dans 10 ans, quand je serai aussi gros que ceci l'est aujourd'hui, que Suprême l'a été, que j'aurai eu un impact culturel aussi fort que Suprême, vas-y, je serai fier de moi, je serai fier de vous, ça va être fou. Ça va être fou. On va pouvoir créer un truc de fou. Et c'est le putain que le début. Peut-être que entre temps je vais me péter la gueule, je devrais remonter les trucs, peu importe. Mais ça va être drôle. Et parce que j'essaye aussi d'envisager vraiment les jours... je fais en sorte que mon taf soit cool dès aujourd'hui, pas dans 10 ans. Parce que j'ai la chance que ça tourne et que je peux me le permettre. Mais le jeu, il commence maintenant. Et c'est d'art. Bref. Merci, de fou. Et si vous avez écouté ce podcast jusque-là, depuis tout le début, là, vous pouvez voir, tiens, c'est marrant, c'est la première vidéo YouTube, là, incroyable la transition. Derrière moi, sur le podcast vidéo, vous voyez une vidéo YouTube, et c'est la toute première qu'on a postée. Et je voulais en parler. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Forever Vacation. On poste des vidéos toutes les semaines où on raconte nos aventures. Quand on récupère le stock de la Belgique, quand on fait le shooting dans la montgolfière, quand on vend tous nos t-shirts en 1 minute pour l'anniversaire, tout ça, c'est désormais immortalisé en vidéo. Et voilà. J'espère d'ailleurs qu'on va faire des belles aventures. Voilà. Allez vous abonner. Et merci encore une fois. Voilà. Mais faites ce premier t-shirt, faites cette première vidéo, ce premier morceau de rap, peu importe, faites tous. Mais faites le premier. Faites le premier truc. Bon. Bonne soirée. Et ouais, non, c'est tout. Mettez un petit commentaire quand même. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bonne soirée.